Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur l'incubation ou la production des poussins d'un jour. Lors du module sur le poulet de chair, je dirais que l'une des caractéristiques de la filière avicole est la spécialisation. Autrement dit, les sélectionneurs vont créer le progrès génétique. Les multiplicateurs vont faire les poussins d'un jour. Les éleveurs vont faire les poulets de chair. Les abattoirs vont abattre, déplumer et découper et mettre à la disposition des consommateurs la viande. Eh bien, aujourd'hui, on va se focaliser sur la tâche des incubateurs, celle qui consiste à produire les poussins d'un jour à partir des œufs qui sont offerts par les sélectionneurs. Donc, pour cela, je vous propose le plan suivant. Nous ferons un rappel anatomique et physiologique. Ce premier point ne concerne surtout pas les entrepreneurs, mais il concerne nos jeunes frères et nos enfants qui sont dans les écoles vétérinaires, comme l'école inter-état de sciences et de médecine vétérinaire, Nantes, Alfort, pour ne citer que cela. Nous parlons après cela de la reproduction naturelle, mais aussi de l'insémination artificielle. Et enfin, nous terminerons par l'aspect qui concerne le plus les entrepreneurs, les éleveurs, à savoir l'incubation. Et nous osons espérer que dans un futur proche, nous aurons au Niger des gens qui vont se spécialiser dans l'incubation afin que nous soyons plus à même d'aller importer des poussins d'un jour venant de l'Europe ou venant du Nigeria. Il faut dire que la domestication et la sélection ont conduit à des modifications fondamentales des caractéristiques morphologiques et des caractéristiques physiologiques des animaux. Ce qui a eu pour conséquence des effets importants sur les performances de reproduction. En effet, la maturité sexuelle a été avancée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des sujets qui sont beaucoup plus précoces. Le nombre d'œufs pondus par poule a significativement augmenté. Aujourd'hui, on peut avoir des poules qui peuvent faire 267 œufs par poule au cours d'un cycle et la saison de reproduction a été allongée et c'est ainsi qu'on peut trouver des cycles de reproduction qui peuvent aller jusqu'à 345 jours en train de pondre. Commençons le rappel sur les bases anatomiques. Il faut dire que les femelles des animaux domestiques produisent pendant la saison de reproduction un grand nombre d'œufs et ces œufs contiennent tous les éléments nécessaires au développement d'un embryon. Eh bien, la formation de l'œuf se fait au niveau des différentes structures anatomiques des sujets. C'est ainsi que l'ovaire assure la production du jaune d'œuf et l'oviducte assure la production du blanc d'œuf, des membranes coquillères et de la coquille. L'ovaire élabore les gamètes et puis dépose le jaune d'œuf ainsi que l'ovulation impaire. L'ovulation impaire, ça veut dire que tous les jours, il y a un seul œuf qui est libéré par l'ovaire. Quant à l'oviducte, il comprend les différentes parties. Il y a d'abord l'infundibulum, puis le magnum. Ces deux parties déposent le blanc de l'œuf. Il y a l'isthme qui va déposer la membrane coquillère, l'utérus qui dépose la coquille et enfin il y a le vagin et le cloaque. Quant à eux, ils expulsent l'œuf et ils assurent l'accouplement entre le mâle et la femelle. Eh bien ici, nous avons une image qui nous illustre très bien. Ici, nous avons l'ovaire avec des follicules qui sont engagés et le jaune d'œuf qui est en train d'être accumulé. Il y a ici l'infundibulum, il y a le magnum, il y a ici l'isthme et puis à ce niveau, nous avons le vagin et le cloaque qui permettent l'expulsion de l'œuf et l'accouplement entre les sujets. Pour ce qui est du mâle, nous avons deux gonades, autrement dit deux testicules qui sont situés à côté des reins et les deux testicules sont reliés par les canaux déférents au cloaque. Et c'est au niveau du cloaque que les spermatozoïdes sont évacués. D'un point de vue physiologique, il faut dire que l'ovaire est sous le contrôle de l'hypophyse grâce aux hormones hypophysaires.
qu'on appelle aussi les hormones gonadotropes. Il y a la FSH pour follicule stimulating hormone qui régule la croissance des gonades et leur activité sécrétrice. Il y a la LH pour luteinizing hormone qui régule l'ovulation et la sécrétion d'hormones ovariennes. Et il y a enfin la prolactine qui intervient dans le phénomène de couvaison. Sous le contrôle de ces hormones hypophysaires, il faut dire que l'ovaire va sécréter ce qu'on appelle les hormones sexuelles. Entre autres, il y a les estrogènes, les androgènes et la progestérone. Les estrogènes sont indispensables pour l'apparition des caractères sexuels secondaires, pour la synthèse du jaune de l'œuf, pour la synthèse du blanc de l'œuf et pour le comportement d'oviposition. Le comportement d'oviposition, c'est ce comportement qui pousse la poule à chercher un nid pour pondre. Et quant aux androgènes, ils ont un rôle limité, quand bien même ils sont sécrétés. Par contre, la progestérone intervient dans la détermination du rythme de ponte. Il faut dire aussi que l'accumulation du jaune d'œuf à l'intérieur des follicules ovariens commence très tôt chez la poulette et se termine juste avant l'ovulation. En effet, la constitution du jaune d'œuf fait appel à des composants par la voie sanguine et se fait en 3 étapes. 1, c'est la phase initiale d'accroissement qui est relativement longue, puis une phase intermédiaire et puis enfin une phase de grand accroissement qui se fait 8 à 10 jours précédant l'ovulation. Sur un ovaire, on peut trouver plusieurs follicules, le plus souvent de 7 à 8 en phase de croissance. Il faut dire aussi que la poule acquiert avec le temps, autrement dit en vieillissant, une grande capacité d'accumulation du jaune d'œuf. Toutefois, avec l'âge, le nombre de follicules diminue. C'est ainsi qu'à l'entrée en ponte, le jaune d'œuf pèse 12 grammes, mais avec le temps augmente pour arriver jusqu'à 23 grammes, donc plus du double. La formation de l'œuf implique aussi d'autres organes, dont les reins, dans le foie, dans les glandes parathormones via le cycle du calcium. Dans les conditions naturelles, il faut dire que la plupart des oiseaux ont, au cours de leur vie, plusieurs cycles de ponte qui sont séparés par une mue. Et la mue, c'est la perte abondante de plumes. Dans le cadre de l'élevage de la pondeuse, nous avons dit qu'on peut faire 2 cycles de ponte séparés par une mue. Et bien, le cycle de ponte est caractérisé par ce qu'on appelle la courbe de ponte, qui est une courbe qui montre la variation du taux de ponte. Le taux de ponte, c'est le nombre d'œufs pondus au courant d'une semaine divisé par le nombre de femelles existantes. Et on peut faire 2 courbes de ponte. La première durant les 75 semaines et puis une deuxième courbe qui sera beaucoup plus courte. Après une année complète de ponte d'œufs et l'intervention d'une mue, donc une poule peut commencer un deuxième cycle de ponte. Toutefois, il faut dire que ce deuxième cycle est moins important. Moralité, il faudrait arrêter ce deuxième cycle autour de 6 mois, au cours duquel on peut avoir 150 à 115 œufs par poule. La couvaison regroupe 2 aspects complémentaires du comportement parental chez les oiseaux. Il y a non seulement l'incubation, mais aussi et surtout il y a le soin qu'il faut accorder aux petits, sinon ils vont mourir après l'incubation. Pour des raisons économiques, la couvaison naturelle n'est pas pratiquée en élevage intensif. Au contraire, on cherche à éliminer le comportement de couvaison non seulement par la sélection, mais aussi en agissant sur tous les facteurs environnementaux qui favorisent cette couvaison. L'élimination complète de la couvaison est possible, c'est les choses légères comme la logone. Par contre, c'est les choses lourdes comme la RIR, l'élimination est beaucoup plus difficile. Dans les conditions naturelles, la couvaison apparaît 3 à 4 semaines après le pic de ponte. Lorsque les animaux sont élevés en litière, l'incubation est précédée le plus souvent par une phase de construction du nid. Anatomiquement, au cours de la couvaison, l'ovaire régresse, l'ouverture du cloaque se rétrécit, autrement dit, les deux os du pubis se rapprochent, les os pubiens se rapprochent et la production d'œufs cesse.
Comme moralité ou comme enseignement, on peut identifier une poule qui pond avec une poule qui ne pond pas. Il suffit que le diamètre entre les deux pubis soit légèrement écarté, suffisamment grand pour permettre de faire passer la taille d'un œuf pour dire que oui, cette femelle est en pont. Par contre, lorsque vous ne pouvez pas passer votre pouce étant bloqué par les deux pubis, ce qui veut dire qu'elle ne pond pas. Pendant la couvaison, la pousse passe la quasi-totalité de son temps sans quitter son nid. Elle ne quitte que pour boire ou pour manger. Ce qui entraîne quand même une réduction significative du poids de la poule. Il faut dire que l'élevage industriel, ou plutôt en élevage industriel, la lutte contre le comportement de couvaison se fait en éliminant tous les facteurs qui favorisent cette couvaison. Il s'agit par exemple l'intensité lumineuse lorsqu'elle est faible ou lorsqu'elle est mal repartie favorise le comportement de couvaison. Une ventilation qui est insuffisante, ce qui va entraîner une température ambiante élevée, favorise le comportement de couvaison. Le manque de place au sol ou au niveau des mangeoires va pousser les poules à aller couver. Le nombre de lits insuffisant peut aussi entraîner le comportement de couvaison. Donc, pour obtenir un retour en ponte rapide des pondeuses, eh bien, il suffit tout simplement de les isoler de l'élevage, ce qui fait que les poules vont repérer aisément les couveuses et lorsqu'elles mangent bien, elles vont relancer la ponte. Parlons à présent de l'appareil reproducteur mâle. Ce dernier est composé de 3 éléments essentiels. 1. Les testicules, 2. Les canaux de ferme et 3. L'appareil copulateur. Il faut dire que le coq produit 0,5 à 1,5 ml de spermatozoïdes par éjaculation, avec un spermatozoïde qui est fortement, avec un sperme qui est fortement concentré en spermatozoïdes. En effet, on peut en trouver jusqu'à 1 milliard de spermatozoïdes par millilitre d'éjaculat chez le coq. Après ce rappel de l'anatomie et de la physiologie, nous allons commencer véritablement le modèle, le cours en commençant par la reproduction naturelle. La reproduction naturelle reste quand même la solution la plus adaptée, sauf dans les élevages intensifs, car l'insémination artificielle permet un progrès génétique qui est beaucoup plus rapide, mais aussi dans les élevages intensifs, l'insémination artificielle permet d'identifier chaque poussin en disant que voilà le mâle qui a donné le spermatozoïde pour arriver à ce poussin. Il faut dire que la reproduction naturelle présente essentiellement un seul avantage, c'est celui de ne pas engager la main-d'œuvre parce que la poule va assurer la couvaison. Par contre, la couvaison, mais aussi l'entretien des petits. Par contre, il faut dire que la reproduction naturelle présente quand même quelques inconvénients, entre autres les conditions sanitaires qui sont souvent précaires parce qu'on est obligé de maintenir l'élevage à même le sol. Il y a une consommation importante d'aliments pour la simple raison que c'est un élevage au sol. Les conditions d'éclairage sont le plus souvent adaptées à la poule et non à la production de spermatozoïdes qui se fait par le mâle. Donc ça veut dire que la reproduction naturelle ne favorise pas les coqs. Donc il faut dire que pour des raisons sanitaires, il est nécessaire de séparer la phase d'élevage. Autrement dit, les coqs, il faudrait que leur élevage se fait indépendamment de la reproduction. Les coqs seront mis ou seront associés aux poulettes 4 à 6 semaines avant l'entrée en ponte. Il faudrait pour cela un coq pour 10 femelles. Et avec ce ratio, on peut obtenir le taux de fécondation de 90 à 95%. Mais cela ne dure que 5 mois. Après cela, le taux de fécondation baisse pour arriver jusqu'à 80%. Pour pallier à cela, certains éleveurs ont tendance à remettre des jeunes coqs après 45 jours d'accouplement. Mais cela comporte un grand risque car
En principe, en élevage, on doit faire all-in, all-out. Donc, lorsque des gens mettent des nouveaux coqs, il y a des risques d'introduction de pathologies. Parlons à présent de l'insémination artificielle. Il faudrait dire que l'insémination artificielle permet d'ajuster le nombre de spermatozoïdes aux besoins de fécondation. Donc, ça permet d'optimiser les éjaculats. Mais aussi, l'insémination artificielle permet une meilleure fusion des semences des mâles qui ont des difficultés de transmettre leur caractère. Lors de l'insémination artificielle, la récolte de sperme se fait par massage dorso-lombaire. Nous reviendrons amplement car il y a un module sur l'insémination artificielle. L'éjaculat a lieu au niveau du cloaque. Le cloaque, c'est le carrefour où se font la jonction des voies digestives, urinaires et génitales. Et puis, la récupération du sperme se fait par pression sur le cloaque, soit en utilisant un appareil qui s'appelle le Miss Cooper. Donc voilà l'appareil qui s'appelle le Miss Cooper qui permet de collecter les spermatozoïdes chez le coq. Il est composé de 2 tuyaux et ces 2 tuyaux sont séparés par un tube dans lequel il débouche. Donc au niveau d'un tuyau, on met au niveau du cloaque et l'autre tuyau permet d'aspirer. Et vous voyez qu'il y a une couleur différente qui permet de distinguer le tuyau où on peut, qui permet l'aspiration et le tuyau qu'on met au niveau du cloaque du coq. Le sperme peut être utilisé dans les 2 heures après dilution et cette dilution peut se faire avec du sérum physiologique plus du lait ou bien du sérum physiologique plus du jaune d'œuf. Une dose de 1 million de spermatozoïdes par poule suffit pour la féconder, ce qui correspond à 0,03 ml. Il faudrait dire qu'un seul éjaculat d'un coq permet de féconder jusqu'à 20 poules. Moralité, l'insémination artificielle est très économique parce que cela permet d'optimiser l'utilisation du spermatozoïde. La mise en place se fait dans le vagin au niveau du cloaque grâce à une canule d'insémination artificielle. Cette insémination doit se faire une fois tous les 5 jours afin d'assurer une bonne fécondité. Parlons à présent de l'élément le plus important qui concerne les jeunes et qui concerne les entrepreneurs, c'est l'incubation. Et une fois de plus, j'insiste en disant que nous osons espérer que dans un futur proche, il y aura des Nigériens qui mettront en place des incubateurs afin de ne plus commander des poussins d'un jour venant de l'Europe ou des poussins d'un jour venant du Nigeria. Donc, il faut dire qu'il y a 2 modes d'incubation. Il y a l'incubation naturelle et l'incubation artificielle chez les oiseaux. L'incubation naturelle, donc vous voyez la poule avec son nid et ses œufs. Et l'incubation artificielle se fait grâce à un incubateur. Et là, nous avons un incubateur avec des casiers d'œufs à l'intérieur. Parlons dans un premier instant de l'incubation naturelle. Quand bien même l'incubation artificielle tente de reproduire les conditions de l'incubation naturelle. L'incubation naturelle dure 21 jours, au cours desquels la poule va couver environ 15 à 20 œufs et il faudrait que ces œufs soient frais. Donc pour cela, faites en sorte que vous ayez des œufs qui ont moins de 15 jours. La poule va rester sur son nid toute la journée en faisant en sorte de maintenir les œufs à une température bien fixe. Entre autres, on constatera que la poule tourne ses œufs et au cours de la couvaison, ces œufs vont migrer et changer de place pour se retrouver à peu près dans les mêmes conditions pour l'ensemble des œufs pendant toute la durée de couvaison. Donc voilà ce qui se passe de façon naturelle. De façon artificielle, il faut dire que les incubateurs ont vu le jour dans les années 1885 à l'occasion d'un concours général à Paris. Ils avaient en ce moment des capacités allant de 50 œufs jusqu'à 1, 2, 3 000 œufs. Et pour un centre incubateur, on a besoin de plusieurs incubateurs afin de permettre le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire. L'incubateur doit être réglé à une température allant de 37,3 à 37,7. Sinon, la meilleure température, c'est 37,75 s'il faut être précis. Et à ce niveau, pour ceux qui vont mettre des incubateurs, il faut trouver un thermomètre, ou plutôt il faut trouver
une résistante qui est précise, et un régulateur qui est très précis à 37,75. L'hygrométrie dans l'incubateur varie de 60 à 65 degrés pendant l'incubation et puis 1 à 2 jours avant l'éclosion, on peut augmenter l'humidité jusqu'à 75% afin de ramollir la membrane coquillère et faciliter l'expulsion des poussins. En incubation, les œufs sont tournés en permanence, sinon le jaune d'œuf va se sédimenter par gravité. D'autre part, il faut dire aussi que les œufs sont sur des paniers et peuvent se mouvoir sur un axe et on réalise environ 5 à 7 basculements par jour au niveau des incubateurs automatiques. Au niveau des incubateurs manuels, on peut faire 2 basculements le matin et le soir afin de réduire le volume du travail. Il est important d'assurer une bonne qualité des œufs avant de les passer dans l'incubateur. Donc pour cela, on va trier les œufs selon leur calibre afin d'éliminer tous les gros œufs et tous les petits œufs. Pour la simple raison que les petits œufs n'ont pas assez de vitellus et par conséquent donneront des poussins qui sont très faibles. Quant aux œufs qui sont très gros, le plus souvent ils ont 2 jaunes d'œufs, ce qui fait que les poussins aussi seront relativement faibles parce qu'il n'y aura pas assez de vitellus pour eux. Avant de mettre les œufs, on peut passer à un nettoyage et désinfection grâce à des antibiotiques si toutefois les œufs sont achetés par des fientes afin d'éviter la contamination de l'incubateur. Au cours de l'incubation, on procède à 2 mirages. Le premier mirage se fait à J5 et le deuxième se fait à J18. Au cours du premier mirage, c'est pour essayer de s'assurer que les œufs sont bel et bien fécondés. En ce moment, on voit ce qu'on appelle l'araignée, qui n'est ni plus ni moins que le cœur de l'oiseau à partir duquel quittent les gros vaisseaux. Et cela se fait grâce à une lampe et c'est par translumination qu'on assure ce mirage. Le deuxième mirage, avant de parler du deuxième mirage, il faut rappeler qu'à J5, tous les œufs qui ne sont pas fécondés sont encore comestibles. Ce sont des ovules. Donc, on peut bel et bien les utiliser ou les vendre. Le deuxième mirage se fait à J18. Lui, son objectif, c'est de voir la mortalité des embryons. En effet, on peut s'assurer si les embryons sont viables ou pas, car les embryons qui vivent bougent et adoptent une position différente d'un embryon qui est mort. Eh bien, les œufs à embryons morts vont être éliminés tout naturellement, et puis les œufs à embryons vivants vont être placés dans l'éclosoir, autrement dit, le lieu spécifique qui est destiné à la sortie des poussins. Cet éclosoir a la particularité de ne pas avoir un système de basculement. Okay? Mais aussi, on fait cela pour des raisons hygiéniques, car si on laisse les œufs éclore dans l'incubateur, il y aura des coquilles, il y aura des duvets, il y aura des taches de sang, ce qui salit l'incubateur. Il faut dire que l'éclosion se fait à J21 et puis on ramasse les poussins tous les 4 heures. Donc là, nous avons un mirage et nous voyons bien ici... c'est un embryon qui est vivant, on voit bien les vaisseaux sanguins, on voit le sang, alors qu'ici, tout laisse croire qu'il est complètement mort parce qu'il est entièrement noir. Les poussins vont être acheminés ensuite vers une salle où ils vont être triés et ce tri va permettre à faire le sexage, autrement dit distinguer les poussins de sexe mâle, les poussins de sexe femelle, mais aussi on peut procéder au débécage. Et à ce niveau, il faut dire qu'il y a des races qui sont génétiquement autosexables. C'est par exemple la souche RIR où de le poussin, on peut distinguer le poussin de sexe femelle qui a une couleur rousse et le poussin de sexe mâle qui a une couleur toute blanche. On peut procéder aussi au débécage en retirant le tiers du bec supérieur de la poule afin de limiter le traumatisme lors du piquage. Le piquage, c'est une dépravation du goût qui entraîne les poules à se picorer les unes sur les autres. Et cela est dû le plus souvent grâce à une carence en minéraux, en particulier le calcium, le phosphore, mais aussi en vitamines. On peut aussi procéder à la pose des lunettes, qui est une autre stratégie pour lutter contre le piquage.
Les poussins peuvent être acheminés par avion de la Chine à l'Europe ou de la Chine en Afrique ou de l'Europe en Afrique ou bientôt du Niger vers les autres pays, je ne sais pas, du Golfe de l'Arabie. Et cela, ils peuvent vivre pendant 4 jours pour la simple raison qu'ils ont assez de vitellus au niveau de leur tube digestif. Toutefois, il ne faudrait pas que cela dépasse les 4 jours, sinon ils vont être stressés et cela va affecter la qualité des poussins. Eh bien là, c'est un exemple d'incubateur avec des paniers qui coulissent, très beau. Et à ce niveau, je conseillerais tous ceux qui vont payer les incubateurs de payer les incubateurs automatiques qui permettent un basculement de lui-même, deux, une autorégulation. Autrement dit, dès que la température dépasse les 37,5, il faudrait que le thermostat s'arrête et une fois que la température est inférieure à 37, il faudrait que le thermostat puisse être relancé. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de la production des poussins d'un jour. Et comme je le disais tantôt, c'est notre modeste contribution pour le développement de l'agriculture au Niger. Sur ce, je vous remercie et on se donne rendez-vous pour les prochaines présentations.